Donc, bienvenue pour ce webinaire qui fait partie de deux parcours. Un premier parcours sur des pratiques philosophiques pour penser la citoyenneté. Donc, et un parcours essentiellement dédié aux nouvelles pratiques philosophiques dans le cadre d'ateliers avec les enfants. Donc, c'est la troisième année qu'on édite ce parcours. Et voilà, vous retrouverez l'intégralité des sessions qui ont été animées durant ces 3 années sur notre support d'accompagnement. Vous pourrez retrouver les enregistrements, les replays. Et le second parcours auquel est rattaché ce webinaire, c'est aussi le parcours littérature jeunesse au service des apprentissages. Donc, qui comprend aussi un certain nombre de webinaires sur la pratique de la littérature jeunesse et son intégration dans les apprentissages. Donc aujourd'hui, notre webinaire, le sujet qui nous intéresse, c'est comment la littérature jeunesse peut servir à introduire une discussion à visée philosophique avec des élèves et un atelier philo en général, donc en tant que support inducteur. Donc je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Voilà un petit peu comment va se dérouler la séance. Une première introduction, donc dans le but de vous montrer ce que c'est qu'un support inducteur, à quoi ça sert et comment on l'introduit dans une séance de type atelier philosophique. Qu'est-ce qu'on appelle des supports explicites et des supports implicites? Vous allez voir qu'il y a une différence aussi en fonction du type d'ouvrage ou du type de document qu'on utilise. Essayer de comprendre aussi les rapports entre fiction et philosophie, parce que c'est des rapports qui ne sont pas forcément évidents et qui ne vont pas forcément de même. Donc, on fera une petite analyse aussi de ça. Quels sont les questionnements qu'il faut avoir pour pouvoir amener une réflexion philosophique à partir d'un album jeunesse? Dans quel champ de questionnement ça s'intègre dans la philosophie? Et ensuite, on vous présentera un certain nombre de collections philo pour les enfants, d'ouvrages de philo pour les enfants, des albums en littérature jeunesse. Et là, comme le disait Frédéric, on vous montrera le support sur lequel on en a regroupé un certain nombre. Alors, c'est un catalogue. On s'est servi de pas mal de bibliographies qui existaient déjà. On en a fait nous-mêmes, mais bien évidemment, un catalogue exhaustif, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on a voulu aussi insister sur cette première partie pour savoir en fait finalement quelles sont les questions à se poser pour choisir un album de littérature jeunesse pour qu'on puisse avoir une interrogation, en tout cas un questionnement philosophique à partir d'un album de jeunesse, plus que d'avoir un catalogue exhaustif de tout ce qui pourrait exister sur telle thématique ou pour aborder telle ou telle question. Vous allez voir finalement ce qui compte le plus, c'est le positionnement par rapport à l'album ou par rapport au livre, plutôt que d'avoir vraiment une liste établie et fixe et définie à l'avance. Alors Donc, déjà en introduction, voilà, resituer aussi, la position du très jeune enfant, hein, et quelle est l'intention de la proposition philosophique. Donc constat éprouvé maintenant, hein, très jeune l'enfant use de parole, hein, pour communiquer au grand jour sa pensée. Minerve dialogue avec la chouette et les pistes de réflexion des écoliers sont immenses. Du coup, comment cultiver ces paroles? Y a-t-il des occasions en fait qui les favorisent? Et l'élève peut-il oser vraiment ces questionnements? Il faut pouvoir en fait exposer au grand jour les paroles d'enfants et en dévoiler les mécanismes, hein, ça c'est vraiment important. Et tous les échanges ne se valent pas. Il s'agit de trouver en fait comment faire accoucher la pensée des élèves tout en la respectant. Les échanges, on s'en aperçoit en fait, contiennent des mouvements de pensée qui deviendront ce qu'on appelle des philosophèmes. Des philosophèmes, des vérités élémentaires, des thèmes présents dans l'histoire des idées, des grands problèmes universaux de la philosophie. La chute de Minerve ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit, hein, nous disait Hegel. Et finalement, c'est avant la maturité qu'il faut pousser les écoliers au dépassement d'eux-mêmes, hein, pour que leur pensée à eux puisse s'envoler. Grandir en esprit passe par l'usage de la parole, et c'est une dimension qui apparaît, hein, clairement dans les derniers textes officiels et les programmes qui réaffirment l'importance du langage.
Donc, un élément important par rapport aussi à la philosophie avec les enfants, c'est que on n'est pas dans une. Donc, la philosophie n'est pas une doctrine, mais une activité. C'est-à-dire que quand on parle de philosophie avec les enfants, c'est-à-dire avant la terminale, avant la classe de philosophie en tant que telle, on parle d'activité, activité de philosopher. C'est-à-dire qui permet d'activer un certain nombre de compétences ou un certain nombre des formes de pensée. On appelle la pensée critique, la pensée créatrice et la pensée attentive. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trois domaines qui sont. Là, je vous ai mis la source, là, c'est Michel Sasseville qui les définit sur son site Philosenfant. La pensée critique, c'est une pensée qui fait appel à la rationalité, à la logique, à la cohérence, au raisonnement, à la remise en question, donc qui va insister sur des critères de vérité. La pensée créatrice, elle va plutôt s'attarder sur l'originalité, l'esthétique, l'expressivité, avoir des éléments qui soient neufs, qui soient innovants. Et la pensée attentive, elle va avoir un rôle important à jouer, notamment dans tout ce qui est, à partir du moment où on dialogue, on a une discussion, un dialogue avec d'autres, c'est de pouvoir rentrer une attitude de coopération, d'entraide, d'écoute, de non-jugement de la pensée d'autrui, et de pouvoir, du coup, avoir de la compassion, de l'empathie, et avoir une attitude relativement bienveillante vis-à-vis de la pensée d'autrui. L'idée de la communauté de recherche philosophique, telle qu'on la conçoit dans les ateliers philo, c'est d'être dans une logique de co-construction, c'est-à-dire qu'on co-construit une pensée ensemble, et donc du coup, chacun peut s'exprimer, chacun amène sa graine à l'édifice, et on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper, on a le droit aussi d'émettre parfois euh, des, euh, des hypothèses, et le but justement de la communauté de recherche philosophique, c'est de faire en sorte que ces hypothèses, elles puissent être testées par les autres, elles puissent être évaluées ensemble, collectivement, et qu'on pousse finalement à bout ces hypothèses pour voir si elles tiennent la route ou pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à avoir dans une communauté de recherche, mais vraiment avoir cette idée de on construit ensemble une pensée collective. Un petit peu pour resituer un peu l'état d'esprit, en tout cas, dans lequel doit se dérouler un dialogue philosophique, et en tout cas les diverses formes de pensée qu'il doit permettre de développer. Alors, qu'est-ce qu'un support inducteur? Inducteur, si on part donc de la définition du bulletin de la Société française de philosophie en août 1909, inducteur qui sert de point de départ à une association d'idées, qui permet l'induction, mais donc décrit dans le bulletin comme l'opération mentale qui consiste à remonter d'un certain nombre de propositions données, généralement singulières ou spéciales, que nous appellerons inductrices, à une proposition ou un petit nombre de propositions plus générales appelées induites. Les supports inducteurs sont donc en fait des documents à partir desquels on va pouvoir enclencher et appuyer la réflexion des participants au cours d'une discussion philosophique. Donc, plusieurs types de supports en fait vont être utilisés. Bon, ça vous le savez. On peut partir d'affiches, on peut partir de films, dessins animés, de tableaux, de livres, de jeux. Et voilà, notez bien l'importance du support inducteur qui peut être divers, qui peut être plaisant et inducteur pour le développement de la pensée créative qu'on a présenté juste avant. Donc là, pour reprendre la slide d'avant, il peut s'agir d'un support, lecture d'albums, scénettes de films, de théâtre, récits d'événements, poèmes, chansons, citations, fables, mythes, contes. On va y revenir, on va vous en présenter quelques-uns, qui posent une situation problème en fait, de nature philosophique, ou alors d'un thème qui pose question, la liberté par exemple, d'une question ouverte, qu'est-ce que le bonheur, d'un dilemme moral ou d'une hypothèse, ou d'une affirmation, donc toute vérité n'est pas bonne à dire par exemple, d'une image, d'une affiche, d'un dessin, d'une photographie, comme pour le photolangage, d'un tableau, d'une exposition, ou d'un petit spectacle. On pense aux marionnettes à doigts notamment, mais voilà, ça peut être. Vous verrez que l'année prochaine, on proposera dans le parcours une séance philosophie et magie, et ça,
Ça, c'est un philosophe Pierre Mousset qui part systématiquement d'un tour de magie, en fait, comme support inducteur. Voilà, vraiment, tout est ouvert et il faut pas hésiter à le tester aussi en danse, en chant, en cirque, en musique. Notamment Chiara Pastorini, fervente adepte de la méthode holistique, mais on pense aussi à Fanny Bourillon, Angie Gadea, qu'on invitera l'an prochain, partent de création graphique comme support inducteur. Donc voilà, nous aujourd'hui, on va se concentrer sur la littérature jeunesse, mais voilà, ça peut être très variable et très divers ces supports inducteurs. L'idée du support inducteur, c'est de ne pas partir voilà, directement dans une discussion à froid, qui peut être parfois difficile à enclencher, mais d'avoir une matière sur laquelle réfléchir, avoir une matière qui permette de susciter le questionnement, et avec les plus petits. C'est important d'avoir ces éléments concrets, ou en tout cas sur lesquels se rattacher pour pouvoir amener une réflexion. Voilà, alors là, là, on vous a mis au début des exemples de support inducteur avec le photolangage. On vous recommande, hein, la très fournie, très nourrie banque de photolangage qui a été faite par Olivier Blon et François Galichet, qui est sur le site de François Galichet, Philo Galichet. Donc là, vous en avez, il y en a bien une quinzaine, hein, entre une quinzaine et une vingtaine, qui sont déjà prêts, en fait. Enfin, c'est-à-dire, eux ont déjà sélectionné les images par grande thématique. Voilà, ils sont quand même très, très bien faits. On vous les recommande. Voilà, là, vous avez une collection, hein, chez Chronique Sociale, sur le photolangage, qui elle est plus disons pour lycée pro, lycée, voire certaines pour le collège. Euh, Après, ne pas hésiter, hein, à créer ses propres photolangages, en fait. Et moi, par exemple, j'étais encore hier en atelier philo. Moi, je me sers de photolangage en début de séance, et j'en propose un deuxième, en fait, en fin de séance, donc que j'ai créé moi-même. Donc voilà, je pense qu'à la longue, et en pratiquant les ateliers, le photolangage peut vraiment être un bon support inducteur, voire même en plus d'un album jeunesse. Oui, l'idée, c'est aussi de pouvoir varier les supports et d'en avoir plusieurs de différents types pour pouvoir introduire la réflexion, sachant que tous les élèves, enfin tous les enfants ne seront pas sensibles au même type de support en fonction de leur sensibilité. Complètement. Et puis pour aller dans le sens de Lucia, qui nous dit la BD est un excellent média pour démarrer un Mm. thème, complètement, une planche de BD, voire une situation de BD, croise les deux, justement, là, à la fois l'album et l'illustration. On vous en présentera quelques-uns. Alors après, la place du support inducteur dans la séance, il est variable, c'est-à-dire que tout le monde ne le met pas au même moment, dans la même temporalité. Par exemple, pour Edwige Schirrouter, il y a une première étape de préparation qui consiste à sélectionner un corpus de textes, donc des contes, des albums, des poèmes, euh, qui sont donc du coup sélectionnés en amont pour en fait constituer une culture littéraire qui sera commune à la classe, et à laquelle on pourra faire appel à chaque fois qu'on voudra appuyer la discussion. La deuxième étape, une fois que le corpus est constitué, c'est de lire les textes, donc sur plusieurs séances, euh, et donc de ne faire que lire les textes, c'est-à-dire sans rentrer dans la discussion, juste s'assurer que les enfants aient bien compris le sens du texte et qu'il n'y ait pas de problème de compréhension ou d'interprétation. Et ensuite, une fois que ces premières étapes ont été réalisées, on aborde la séance proprement philosophique, où on dispose des livres dans la salle, dans la pièce. Donc, ils sont là, consultables, disponibles pour tous les élèves. Et on lance la discussion à partir justement des situations qui ont pu être abordées dans ces différents ouvrages. Et à chaque fois qu'un élève va vouloir, par exemple, citer un exemple d'un des ouvrages pour illustrer une situation, l'intérêt, c'est que voilà, on aura les ouvrages sous les yeux, donc on pourra aussi vérifier l'information, être sûr que tout le monde a bien compris la même chose, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs d'interprétation, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une première approche. D'autres dispositifs vont ouvrir directement la séance
avec la lecture et donc du coup la découverte du texte, donc sans préparation. Une fois que le texte a été lu à l'ensemble, la discussion va pouvoir se lancer. Alors, par exemple, là, on a mis l'exemple des philofables. C'est un petit peu de cette manière-là que les philofables sont construites, hein, le Michel Picmal. C'est-à-dire que vous avez un premier texte assez court, un conte, qui nous plonge dans une histoire. Et à la fin de l'histoire, vous avez une rubrique qui s'appelle Dans l'atelier du philosophe, qui a justement pour but de poser un certain nombre de questions par rapport au texte et du coup d'introduire la discussion. Alors là, on vient de voir, 2 premières techniques ou méthodes. Encore un autre, déroulis-type. Là, on vous l'a mis en entier. Vous le retrouvez dans le livre de Johanna, Hawking, qui s'appelle «1, 2, 3 pensées philosophant avec les enfants». Et d'où j'ai Johanna qu'on a reçu, hein, l'année dernière. Alors, elle, Johanna, vous voyez, quand elle commence un atelier, en fait, elle va d'abord commencer par un rituel d'entrée, hein, avec le rappel des règles, et la présentation de l'atelier. Puis elle fait un travail de conceptualisation en fait pendant une dizaine de minutes, avec un tour de parole donné à tous les enfants. On le voit, hein, d'ailleurs dans certaines vidéos quand elle mène des ateliers. Elle fait une première synthèse de cette conceptualisation, puis un échange collectif d'une dizaine, vingtaine de minutes, où là on va rester sur la recherche de sens, hein, sur l'utilisation des compétences de pensée. Puis il y a une deuxième synthèse et elle introduit qu'à ce moment-là, donc au bout de presque une demi-heure d'atelier, la lecture du support ou l'introduction en tout cas du support inducteur, quel qu'il soit, album, court-métrage, œuvre d'art. Euh, et là, par contre, elle suit les prescriptions d'Edwige. Donc voilà, là, c'est intéressant de voir ça, que avec Johanna, il y a d'abord une discussion qui se fait en amont et que le support, enfin, l'album est finalement lu, introduit aux 2 tiers de l'atelier, en fait. Ouais, l'idée, c'est aussi de partir d'abord des représentations des élèves pour qu'eux-mêmes puissent enfin, formuler leur propre pensée, quoi. Et après, à partir de là, on a une relance finalement avec le support inducteur qui permet de peut-être avoir un autre point de vue, d'autres éléments qui apportent de l'eau au moulin de la discussion. Mais voilà, sans influencer, c'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas influencer la pensée des élèves avant la séance. C'est une autre démarche. Voilà, et là aussi, juste pour rebondir sur la technique de Johanna, hein, qui est celle de l'éclosion philosophique, montrer aussi justement avec le cercle de parole dont elle se sert, donc qui met en place un dessinateur en fait qui va tracer le cercle de parole. Elle l'avait montré, vous pouvez aller revoir la vidéo quand on l'a reçue l'année dernière. Et nous aussi, on s'en est servi, hein, d'ailleurs avec Nicolas plusieurs fois dans divers ateliers qu'on a fait avec vous ou à distance. Et c'est vrai que le cercle de parole, lui, va aussi permettre de se représenter euh, par rapport à chaque album qui a été lu, enfin si c'est des albums, justement les réactions qu'ont pu engendrer les albums. Et comme disait Nicolas aussi justement tout à l'heure, pour pouvoir aussi varier ses supports, pas avoir toujours la même liste un peu close, définitive, descendante d'ouvrages, se reposer aussi sur les différents cercles de parole qu'on produit de séance en séance pour voir aussi les impacts, réactions que provoque l'album. Qui a inventé cet outil? C'est Johanna Hawking, et vous pouvez le retrouver sur, Il me sur semble qu'il y a un article de Diotim où elle le détaille, non? ouais, sinon vous allez sur le site de la Maison de la Philo qu'elle Ah bah oui, dirige à c'est très très bon. Romainville. Maison de la Philo, vous tapez cercle de parole et vous allez le retrouver en version imprimable, hein. Je vous l'ai mis dans le chat. J'ai pas le lien là directement, mais il se trouve assez facilement. Et de la même manière que le cercle peut servir, et là effectivement, hein, on vous saute toute la partie déroulement de l'atelier pour bien vous montrer à partir du support inducteur des différentes techniques en fin d'atelier, qu'est-ce qui peut aussi permettre d'évaluer ce support inducteur. Alors le cercle de parole et toutes les traces, hein, quelles qu'elles soient, écrites, graphiques,
Alors là, vous voyez, bah, par exemple, en bas à gauche, sur la colère, on va noter trois idées fortes, par rapport à l'album qui a été lu. Sur le temps en haut, le temps qui passe lentement, le temps qui passe vite. Des affiches ou des cartes mentales. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup faire des cartes mentales aussi en conclusion. Donc voilà, là aussi, la trace va permettre est très importante pour garder justement la projection, le déploiement qu'a suscité l'album, qui peut... Ah, merci Florence pour le lien. Et voilà, qui peut prendre aussi d'autres formes, hein, le sketch note, donc qui est une forme de dessin, mais aussi le spectacle, le podcast, le web documentaire, l'exposition de productions artistiques qui peuvent, elles aussi, venir concrétiser une lecture d'album. Voilà, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu le parcours entre l'entrée dans la discussion avec un support jusqu'à la trace finale. Alors, on distingue en fait donc là, maintenant, si on rentre dans nos supports inducteurs et plus particulièrement ceux de la littérature jeunesse, il faut distinguer en fait deux types de supports, ce qu'on va appeler les supports implicites et les supports explicites. Alors, je vais commencer par les supports explicites. Les supports explicites, en fait, ce sont des livres de philosophie à destination des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont ouvertement, explicitement, pour ambition de traiter un sujet philosophique. Alors, vous avez plusieurs collections, hein, on les verra tout à l'heure, hein, mais par exemple les goûters philo, en tout cas un certain nombre de collections qui se présentent en fait d'une certaine manière comme des sortes de manuels de philo pour enfants, donc qui traitent d'un sujet et dans lequel on va avoir aussi du texte, de la narration, mais cette narration, elle est mise au service de la question qu'on essaie de régler. La différence avec un support implicite, les supports implicites, en fait, ce sont des supports, donc des albums ou des romans, peu importe, qui ne sont pas faits dans un objectif de répondre à une question philosophique, mais qui, par leur histoire, par leur narration, par les situations qu'ils exposent, vont permettre de dégager un certain nombre de questionnements ou vont susciter en tout cas des, euh, des questionnements de type philosophique. Donc voilà pour bien les différencier, c'est-à-dire que dans un cas, il y a vraiment une intention didactique d'aborder un sujet d'un point de vue philosophique, et dans l'autre cas, on est dans de la pure littérature, mais une littérature qui va nous amener du questionnement. Et la question qu'on se pose, et enfin, sur laquelle on n'a pas forcément de réponse d'ailleurs, c'est finalement quel est le plus efficace entre les deux. Est-ce que c'est un ouvrage qui est destiné à aborder un questionnement philosophique? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour amener un débat ou en tout cas pour amener une discussion? Est-ce que c'est un ouvrage qui est explicitement fait pour amener un questionnement philosophique? Mais le problème de ça, c'est qu'on peut avoir aussi parfois un peu trop d'effets de guidage qui sont un petit peu euh, euh, pas trop visibles et donc du coup qui peuvent empêcher la réflexion. Ou est-ce que c'est vraiment rentrer par la littérature et du coup se poser un certain nombre de questions et amener des questionnements philosophiques à partir de là? Alors pour ça, on vous l'a mis aussi dans le Geniali, enfin je l'ai rajouté. Il y a une intervention de Charlie Renard au cours d'un webinaire où elle présente une collection qu'elle dirige. Donc Charlie Renard qu'on a reçu aussi Au mois de euh, décembre. en décembre. Et donc, on a mis cette petite, on vous la redonnera le lien, une petite vidéo dans laquelle elle présente en fait une collection qu'elle a créée et où elle pose exactement ces questions entre support explicite, support implicite et savoir finalement lequel est le plus pertinent pour amener une discussion philosophique. Voilà en tout cas pour les distinguer, sachant que la frontière entre les deux n'est pas aussi étanche qu'elle n'y paraît, c'est-à-dire que on va avoir plutôt une tendance à rentrer par la question ou une tendance à rentrer par l'histoire.
Voilà, alors là, juste quelques petits exemples, hein. Les supports explicites, on va pas les développer, hein, c'est assez clair. Mais là, d'exemples de supports implicites, bon, c'est tellement large la littérature jeunesse. Mais là, quelques classiques, c'est vrai, Rose Bonbon pour tout ce qui est discrimination de genre, hein. Ça, il y a beaucoup de fiches qui ont déjà été faites, autant à l'UNESCO que sur EduSchool aussi. Il y a une fiche sur Rose Bonbon. Excellent ouvrage en tout cas pour aborder la lutte contre les discriminations. Disparaît pour tout ce qui est la question des règles et des lois, de l'invisibilité de la NOJS notamment. Le très classique, mais où est donc Ornicard, mais qui peut permettre en fait de réfléchir justement sur le classement, le reclassement, le déclassement et toutes les questions de différence, ressemblance et de tolérance, hein, avec la fameuse répartition de la classe pour pouvoir intégrer l'ornithorynque. Euh, Mafalda, alors Mafalda, c'est bah, ça on vous en reparlera sinon tout à l'heure, mais il y a que quatre, parce on l'a découvert il y a pas si longtemps finalement, alors que ça fait des années qu'on fait des biographies, et il y a quatre albums qui sont sortis en 2014, mais qui sont toujours accessibles et qui sont vraiment très rigolos. On vous les recommande. Il y avait la guerre et la paix, l'injustice sur la slide d'avant, là ainsi va le monde et très bien aussi, et lui sur la question générique, hein, de qu'est-ce que la philosophie. Et puis, euh, et puis là, bah, qui peuvent vous servir aussi bah, avec au premier degré en tout cas, Sylvain Notou ou Suivons Socha, qui eux vont vraiment être sur l'observation en fait, hein, la prise de notes et d'une certaine manière comment la trace va aussi aider à la réflexion. Et suivons ce chat qui est un peu fait comme un film en ralenti où on observe le chat qui se déplace en fait dans la ville de 10h du matin à 6h du matin le lendemain et on le voit qui s'observe lui-même aussi. C'est vrai que c'est super aussi pour une réflexion sur l'observation. Les 7 souris dans le noir qui est vraiment très très connu avec des souris aveugles et qui ont toujours besoin de la septième en fait pour pouvoir analyser ce qui cherche à deviner, hein, en fait, et du coup la nécessité de synthèse, en fait, ça pourra faire réfléchir sur la capacité de synthétiser. Alors tous les albums d'Yvan Pomo, hein, on vous les recommande, mais Lola d'histoires instructives, celui-là il est vraiment intéressant sur tout ce qui est la comparaison et finalement le besoin, comparaison n'est pas raison, mais le besoin d'analogie aussi pour pouvoir réfléchir. Et les découvertes de Nick qui lui est très bien sur tout ce qui est expérience, l'expérimentation. Voilà, ça permet d'ouvrir à ce questionnement-là. Et comme disait Nicolas, voilà, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a il y a des albums qu'on ne peut ni dire implicites ni explicites, qui sont vraiment à la croisée des deux. Bon, je pense aux ouvrages d'Agnès Rosenstiel, hein, le petit à droite, Liberté, Égalité, Fraternité dès la maternelle, qui est vraiment un peu sous forme documentaire, mais pas complètement. Pareil pour l'alphabet politique, qui est vraiment très bien. Et pareil pour le livre d'Ungerer, Ni oui ni non, c'est ni un album pur, ni un pur documentaire, mais voilà, c'est ce qu'on disait, c'est des fois compliqué de faire la distinction entre implicite et explicite, et voilà, il y en a qui peuvent être finalement génériques. Alors, donc, autre élément aussi, c'était, bon voilà, on parle de support inducteur, on utilise de la fiction, mais l'utilisation de la fiction en philosophie, elle est pas si évidente, elle va pas forcément de soi. D'une certaine manière, c'est un peu paradoxal d'associer fiction et philosophie, parce que la philosophie, elle a pour objet la compréhension du réel, alors que la fiction, elle serait plutôt un moyen de s'évader du quotidien. Elle peut même être considérée un peu comme une fuite vers des mondes imaginaires, hors de la réalité. Donc, est-ce qu'on peut pas se demander finalement, est-ce que l'imagination serait pas un peu l'ennemi de la raison? Et c'est vrai que philo, bon, c'est une quête du vrai, du savoir, de la connaissance. Elle est assimilée à une activité qui est plutôt sérieuse, un travail rigoureux de la pensée, voire même parfois un peu austère. Euh,
Fiction, comme son nom l'indique, semble plutôt conduire vers des mondes virtuels, vers du faux, du futile, du divertissement. Et dans l'histoire de la philosophie, c'est vrai que l'imagination jouit plutôt d'une mauvaise réputation, est qualifiée par Descartes de folguologie, de maîtresse d'erreur et de fausseté par Pascal. Pour Platon, les mythes sont des récits trompeurs, il faut bannir les poètes de la cité, etc., etc. Donc l'imagination, la plupart du temps, est considérée comme une sorte d'obstacle épistémologique qui nuit à l'activité du philosophé. Et pourtant, nombreux sont les philosophes, et Platon le premier d'ailleurs, lui qui a le plus critiqué les mythes, finalement c'est celui qui les utilise de plus, ils ont recours à des procédés littéraires, narratifs, des mythes, des récits, ont utilisé des images, des personnages imaginaires, des analogies ou des métaphores pour illustrer leurs propos. On parle de la colombe de Kant, la caverne de Platon, la théière de Husserl, le démon de Laplace, le malin génie de Descartes. Bref, les philosophes ont beau critiquer l'imagination, ils utilisent régulièrement dans leurs propos un certain nombre d'images, un certain nombre de récits. Donc c'est un petit peu comme si, voilà, en voulant chasser l'imagination par la porte, elle revenait malgré tout par la fenêtre, quoi qu'il en soit. Alors pourquoi ce recours à l'imaginaire malgré tout? Pourquoi en fait ces deux formes du discours que sont d'un côté le logos, de l'autre côté le mythos, c'est une sorte de deux frères, enfin, ces frères ennemis, on pourrait dire, se retrouvent finalement intrinsèquement liés, quoi qu'il advienne. Alors, il faut essayer de bien comprendre déjà qu'est-ce que sont les différences entre logos et mythos, puisque c'est ces deux formes en fait qu'on oppose traditionnellement, deux formes du discours qu'on a l'habitude d'opposer, en tout cas dans la philosophie. Le logos, qui est un discours plutôt rationnel, un discours rationnel sur le monde, dont le but est de comprendre et d'expliquer le monde sous la forme de raisonnement logique. Le logos va utiliser l'argumentation, la démonstration. Il a pour objectif de rendre compte de la réalité de manière plutôt rationnelle et objective. À l'inverse, le mythe, lui, est un récit qui va mettre en scène des personnages fictifs, parfois même fabuleux, à l'intérieur d'une narration, c'est-à-dire d'une intrigue, qui va être composée d'un certain nombre de péripéties. Et donc, là où le logos essaie de comprendre les causes et les propriétés des phénomènes, ainsi que leurs relations de dépendance, le mythe va nous raconter une histoire. Et ce que le logos va déployer de manière ontologique, le mythe le déploie sous forme chronologique. Si on prend un exemple, la métaphysique d'Aristote va nous expliquer voilà, l'histoire du premier moteur, tout un système finalement d'explication du monde par rapport à la théogonie d'Hésiode qui va nous expliquer enfin, les relations entre les dieux dans une histoire avec un certain nombre d'événements et de péripéties pour arriver à la création du monde. Donc voilà un petit peu pour situer les deux formes de discours. Est-ce que pour autant il faut les mettre en concurrence? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux formes du discours, elles servent deux intentions différentes. On n'attend pas la même chose du mythe et de la raison. Un bon récit, c'est une narration qui doit être suffisamment expressive pour pouvoir nous captiver, pour pouvoir nous emporter dans une histoire et nous faire ressentir et éprouver des émotions telles que l'admiration, la crainte, le sentiment d'injustice, l'amour. Le discours rationnel, lui, il doit nous permettre d'analyser, de mieux comprendre et donc de nous mettre à distance aussi par rapport à l'affect. Le récit, avec les images qu'il véhicule, elles vont avoir pour finalité de nous aider à nous représenter une réalité en la rendant le plus sensible possible. Le logos, à l'inverse, lui, sa finalité, ça va être de rendre cette réalité la plus intelligible possible. Donc, vous voyez, on a deux mouvements qui sont finalement inverses. Le logos va obéir à des critères de cohérence, de clarté, d'abstraction, d'universalité, là où le récit requiert plutôt de l'expressivité, de la sensibilité et de la singularité. Effort d'abstraction d'un côté, effort d'imprégnation, de présentation de l'autre. Ces deux modes du discours donc, possèdent en fait leurs propres exigences et évoluent dans des modalités distinctes. Alors pourquoi
les philosophes ne renoncent-ils pas définitivement aux mythes et aux images? C'est parce que les images, elles ont le pouvoir de représenter, c'est-à-dire de rendre présent, de rendre sensible une réalité qui est parfois un peu abstraite ou un peu trop éloignée. Le recours au récit, à l'analogie, la métaphore ou l'exemple vont avoir une fonction plutôt didactique et vont marquer davantage les esprits qu'un discours parfois un peu trop abstrait. Mais lorsque le mythe, alors le problème, c'est quand le mythe en fait essaie de se substituer au logos et prétend pouvoir, par exemple, expliquer les phénomènes naturels par la colère des dieux. Dans ce cas-là, le mythe sort en fait de son terrain et rentre sur le terrain de l'explication et va commencer à générer de la tromperie et de la superstition, d'où la méfiance des philosophes. Alors, un autre élément aussi important, c'est que fictif ne veut pas forcément dire mensonger. Un récit met en scène une situation qui est certes issue du fruit de l'imagination de son auteur, donc dans ce sens-là, elle n'est pas réelle, bien évidemment. Par contre, les personnages qui évoluent dans le récit vont être confrontés à un certain nombre de choix, de comportements, parfois même de dilemmes moraux, qui, pour le coup, eux, sont bien réels. C'est parce que en fait, ces situations sont transposables dans des situations vécues de la vie réelle que le lecteur peut s'identifier au personnage. On sait en lisant un album que dans la vraie vie, les chiens ne parlent pas ou que les hommes ne volent pas ou ne peuvent pas respirer sous l'eau. Ça, on l'a bien compris, et même les enfants, il n'y aura pas de question là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne s'attache pas à la réalité des personnages eux-mêmes, mais à la vraisemblance des situations qu'ils vivent ou des choix auxquels ils sont confrontés. C'est-à-dire que les personnages et l'univers dans lequel ils évoluent sont bien le fruit de l'imaginaire d'un auteur, on est d'accord, donc d'un auteur en particulier. Mais les questions métaphysiques, les choix existentiels auxquels ils sont confrontés vont interroger l'humanité dans son ensemble. Comment être heureux, qu'est-ce qu'être juste, l'amour est-il désintéressé, etc., etc. Donc le récit va permettre de mettre en scène des situations fictives qui interrogent tout de même notre quotidien. On se met à la place des personnages et on se dit, qu'est-ce que je ferais à sa place? Donc on s'identifie à ces personnages en, en vivant en fait les situations à leur place. Donc il s'agit d'un récit en fait qui est vraisemblable, dans lequel l'art est un mensonge, mais un mensonge qui dit la vérité. En ce sens, on pourrait dire que la fiction constitue un laboratoire d'expériences de pensée à la fois singulière, c'est-à-dire qu'on a des mondes, des univers particuliers, l'univers de Tolkien, l'univers d'Harry Potter, qui sont des univers fictifs, mais en même temps universels, parce que les situations qu'elles nous présentent nous parlent à tous. Et comme le dit Paul Ricoeur, les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire d'imagination sont des explorations menées dans le royaume du bien et du mal. Fiction, elle nous permet donc d'expérimenter, alors par procuration, une quantité de situations qu'on ne pourrait jamais vivre dans une seule vie ou qu'on ne voudrait pas vivre aussi parfois. Dans la fiction, je peux commettre un crime, je peux ressentir les remords qui hantent l'assassin, exercer plusieurs métiers, être dans la peau d'un aventurier, partager ses doutes, connaître l'exaltation aussi d'un scientifique, et aussi parfois le poids de sa responsabilité face à une découverte qui pourrait modifier le destin de l'humanité, enfin vivre plusieurs époques, etc. Expérience, alors un élément aussi important, c'est que un enfant a une expérience qui est beaucoup plus limitée que celle d'un adulte. Et la littérature, elle va du coup pouvoir, en tant que réservoir d'expérience, ou en tout cas d'expérience de pensée, elle va lui ouvrir du coup considérablement le champ des possibles. L'accumulation d'expériences rencontrées dans les différents récits qu'il aura l'occasion de côtoyer va enrichir sa perception du monde et du coup élargir ses représentations. Quelle est la force de la fiction par rapport à une description historique, par exemple? Description historique, documentée, elle va nous donner, certes, un certain nombre d'informations les plus objectives possibles, comment vivaient les Égyptiens, quelle était la situation économique, la situation géographique, etc. etc. Donc des informations qui seront objectives,
qui seront documentés. On va nous donner, on va apprendre un certain nombre de choses sur les conditions de vie d'une époque, mais ça ne nous permettra pas, en tout cas, de nous mettre à la place des personnages et de ressentir ce qu'ils éprouvent et les problématiques auxquelles ils sont soumis. Le récit, parce qu'il a justement un caractère expressif, permet non seulement de se représenter une situation, mais aussi de la vivre de l'intérieur comme si on y était. C'est-à-dire que le récit ce qui le caractérise finalement, c'est son pouvoir immersif et son pouvoir suggestif. Bien qu'il s'agisse d'un point de vue particulier, hein, celui de l'auteur, qui est limité, qui est subjectif, ce que le récit va perdre en exhaustivité, en objectivité, il va le gagner en authenticité et en force. C'est-à-dire que le point de vue de l'auteur va être fort, et nous, l'identification au personnage va être aussi beaucoup plus forte. Alors, on pourrait se poser la question, finalement, est-ce que le discours philosophique rend-il plus compte de la réalité que la fiction? Et c'est là qu'on pourrait presque faire le procès inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. On a fait le procès de l'imagination, mais on pourrait aussi faire le procès de la philosophie. La philosophie, à force de disséquer le réel, de le décomposer, de le déconstruire, au bout du compte, on pourrait se demander, finalement, qu'est-ce qui reste du réel à la fin? Une fois que celui-ci est passé sous le crible de la raison, qu'il a été recomposé, réagencé dans un système cohérent et satisfaisant pour la raison. Est-ce que la fiction, d'une certaine manière, ne serait pas plus à même de nous livrer le réel tel qu'il est, dans sa complexité, ses paradoxes, ses ambivalences? Est-ce que la transformation que fait subir la raison au réel, en le catégorisant sous la forme d'idées claires et distinctes, ne l'appauvrit pas d'une certaine manière, quoi? Ou en tout cas, est-ce qu'elle n'impose pas au réel une sorte de reconstruction qui serait artificielle, au lieu d'en rendre compte, et au lieu d'en rendre compte, elle le dénature, quoi, d'une certaine manière. Pourrait-on pas dire avec Nietzsche que l'image est plus riche et plus fertile que le concept? En effet, une image peut contenir plusieurs niveaux de sens, plusieurs interprétations. Une image, c'est un terreau finalement infini à l'émergence de sens. Donc, vous voyez qu'on peut faire aussi bien le procès de l'imagination qu'on peut faire aussi le procès de la philosophie d'une certaine manière, enfin, ou de la raison. Alors, au-delà du conflit, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est surtout la complémentarité entre ces deux formes de discours. Le récit et l'imaginaire vont apporter au discours une dimension concrète, des expériences de pensée, de sorte, et ce qui vont permettre de favoriser la représentation, le décentrage aussi, le fait de sortir de sa propre représentation et se mettre à la place, rentrer dans la peau d'un personnage, par exemple. Donc, là, favoriser la représentation, le décentrage et l'empathie, le fait de pouvoir aussi comprendre ce que la réalité vécue par un personnage dans telle ou telle situation. Un autre élément important aussi, c'est que l'exploration de la diversité des expériences vécues ou imaginées dans un récit, elle va être un élément qui va mettre sans cesse à l'épreuve la raison dans son effort d'abstraction et de généralisation. C'est-à-dire que comment procède la raison? Elle catégorise, c'est-à-dire qu'elle prend un certain nombre de situations et à partir de ces situations-là, elle va essayer de généraliser, d'abstraire pour aboutir soit à des lois générales, soit à un système qui permette d'expliquer et qui se veut totalisant. L'intérêt de l'expérience, et notamment des expériences de pensée que sont la littérature, c'est qu'elles vont jouer un rôle de garde-fou, c'est-à-dire qu'un ancrage, une forme d'ancrage dans le sensible, pour que la raison ne tourne pas à vide, mais pour pouvoir voilà, explorer une diversité de situations, voir finalement si notre théorie, elle tient toujours, s'il n'y a pas des contre-exemples qui viendraient la contredire, et donc la mettre à l'épreuve en permanence. Donc, finalement, la raison, elle a besoin de ces expériences-là pour pouvoir être validée d'une certaine manière. Et à l'inverse, les fortes problématisations, de conceptualisation, sont des activités qui sont nécessaires à l'esprit pour ne pas rester happé par le pouvoir attractif du récit enfin, du récit ou de l'expérience de manière générale, et donc aussi être prisonnier dans l'affect. C'est-à-dire pouvoir prendre de la distance, pouvoir permettre à la pensée de se déployer du singulier vers l'universel pour s'extraire du ressenti
et pouvoir aussi donner du sens. Donc, d'une certaine manière, ne pas uniquement subir le réel à travers voilà, ses affections, mais aussi pouvoir agir sur lui, prendre de la distance et agir sur lui. Alors, un autre élément aussi important, c'est le rapport entre littérature et expérience. Alors, l'intérêt de la littérature par rapport à l'expérience personnelle, donc celle que j'ai vécue moi en tant qu'individu, c'est que, alors là, je cite Edwige Schirrouter, c'est que la fiction réalise une époquée, c'est-à-dire une suspension par rapport à la réalité qui permet de la rendre visible en la mettant à distance. Elle établit un pont entre l'expérience singulière, qui par son caractère trop intime, trop chargé d'affect, empêche la prise de recul et d'analyse, et le concept, qui lui, à l'autre extrême, par sa froideur, peut nuire à l'implication personnelle nécessaire à toute initiation philosophique. Le récit permet un aller-retour fécond entre le personnel et le général, entre le je et le nous. Parce que les grands récits sont à la fois proches de nos préoccupations internes et suffisamment éloignés pour ne pas nous obliger à les affronter directement, ils sont une médiation nécessaire pour oser penser. Dans les séances, les élèves peuvent se servir du paravent du personnage pour s'engager authentiquement dans la réflexion philosophique. Ils ne parlent pas d'eux à la première personne du singulier, car ils n'oseraient jamais s'abandonner si intimement devant leurs camarades de classe sur des sujets si intimes et profonds, mais ils se servent du personnage, de l'histoire, Cosette, Robinson, Cyrano, Peter Pan, pour penser et s'approprier authentiquement et publiquement de grandes questions métaphysiques, universelles, la solitude, l'amour, la peur. Donc vous voyez, ce qu'Edwige Schirrouter essaie de nous dire euh, dans cette phrase, c'est que à la fois le récit amène une expérience, mais en même temps une expérience qui est différente de mon expérience personnelle, donc avec laquelle je peux prendre de la distance et où je peux parler de moi à travers des personnages. D'avoir cette médiation de la littérature. Voilà, donc ça c'était la citation d'Edwige Schirrouter. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu l'intérêt de la fiction pour aborder une discussion ou un atelier philosophique, la question c'est de savoir quels sont les critères en fait qui permettent de choisir une œuvre de littérature jeunesse. Donc là, on est plutôt dans les critères d'une œuvre implicite, hein, donc d'une œuvre de littérature en fait qui n'est pas faite spécialement pour réfléchir, mais qui donne à réfléchir. La question, donc, il y a deux, en fait, il y a d'abord des critères de type narratif et expressif, c'est-à-dire que l'album jeunesse doit toucher les émotions du lecteur, c'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose devant lequel on reste indifférent, il doit y avoir quand même, il doit être suffisamment expressif pour pouvoir nous toucher. Les illustrations jouent un rôle essentiel. Euh, elles aident aussi l'enfant à se représenter et à rentrer un petit peu dans l'histoire. Et l'histoire aussi doit nous interpeller, elle doit nous captiver. C'est une histoire qu'on a envie de partager, donc il faut qu'elle ait aussi un intérêt narratif. Et des critères philosophiques, c'est-à-dire que le récit doit avoir en fait une thématique assez forte, hein. Alors ça peut être l'amour, la justice, la haine, mais finalement cette thématique, elle n'est pas forcément évidente du premier coup. Mais surtout, le récit doit permettre d'interroger nos représentations, faire émerger des questions philosophiques. C'est-à-dire que quelque part, le récit doit parfois nous surprendre en questionnant nos stéréotypes, nos idées reçues, en nous amenant à des endroits un petit peu inattendus, sur lesquels on n'y avait pas pensé. Donc voilà, tous ces éléments-là, ils sont importants pour pouvoir poser euh, un questionnement philosophique à partir du récit. Alors, justement, qu'est-ce que c'est qu'une question philosophique? Alors ça, c'est un exercice qui peut être fait aussi avec les élèves. C'est-à-dire qu'on peut très bien lire un texte avec des élèves et leur demander de formuler à partir du texte ou à partir des situations rencontrées ou des problèmes rencontrés des questions philosophiques pour questionner le texte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une question philosophique? Il y a plusieurs critères qui définissent une question philosophique. Il faut d'abord qu'elle soit centrale.
C'est-à-dire c'est une question qui doit être importante, qui doit être fondamentale, qui concerne notre existence. C'est-à-dire qui n'est pas une question futile, qui n'est pas une question de tous les jours, mais une question qui est importante, quoi, qui est plutôt d'ordre existentiel. Ensuite, il faut qu'elle soit commune. C'est-à-dire que là, c'est plutôt la question d'universalité. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir se la poser dans le temps, dans l'espace, indépendamment du contexte et de l'époque. Cette question, elle s'est posée dans l'Antiquité, elle se pose encore maintenant, la question du bonheur, la question de la justice. Donc, elle a un caractère universel. Et enfin, le troisième C, elle doit être contestable, c'est-à-dire qu'elle est sujette à discussion. Il n'y a pas de réponse définitive à la question. Donc, c'est une question qui est ouverte, qui est contestable, c'est-à-dire que finalement, quand on dit contestable, ça veut dire qu'elle est argumentable. On peut argumenter dans un sens, on peut argumenter dans un autre. C'est difficile de trancher, notamment, je pense aux questions d'éthique, aux questions d'esthétique aussi, pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont sujettes à débat, tout simplement. Contrairement, par exemple, à une question de type scientifique. Question de type scientifique, on a des tests, on a des analyses. Elles ne sont pas forcément sujettes à débat, puisqu'on a des réponses. Et enfin, le dernier C, qu'on peut rajouter, que Chiara Pastorini rajoute, c'est le fait qu'elle soit claire, c'est-à-dire qu'elle soit formulée dans des termes clairs. Enfin, la dernière chose par rapport au questionnement et par rapport à la question philosophique, il y a deux types de questions. Des questions qui sont plutôt problématisantes et des questions qui sont plutôt conceptualisantes. Alors, une question conceptualisante, c'est une question qui va chercher une définition. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que la liberté? Etc., etc. La question problématisante, c'est une question qui va mettre en relation des termes qui ne vont pas forcément ensemble, qui posent problème. Peut-on être libre en prison? Peut-on être libre sans le savoir, par exemple? Alors que la question conceptualisante, ce serait plutôt la liberté, qu'est-ce que c'est? Y a-t-il plusieurs formes de liberté? Donc, vous voyez un petit peu la nuance entre les deux types. Donc ça peut être un exercice qui peut être fait aussi avec les élèves, à partir des textes, de trouver une question qui soit centrale, commune, contestable, claire, avec un objectif plutôt problématisant ou un objectif plutôt conceptualisant. Voilà, pour ceux qui étaient présents, qui s'en souviennent, ce que décrit Nicolas, Chiara nous l'avait proposé en atelier l'année dernière au mois de mai, à partir d'une création en pâte à modeler, où on devait justement essayer de trouver soit une question problématisante, soit une question conceptualisante. Et c'est vrai que c'est un bon exercice que vous pouvez faire avec les élèves. Et on avait vu que la distinction entre les deux n'était pas si évidente. Donc, comme pour implicite et explicite tout à l'heure, effectivement. Pour continuer, voilà. Ouais, vas-y, Nico. Oui, je disais juste, du coup, ces questions, elles s'intègrent aussi. Ah oui, bah oui. Elles s'intègrent aussi dans un certain nombre de champs de la philosophie, c'est-à-dire que forcément, à partir du moment où on pose une question philosophique, elles vont se rattacher à ces différents champs que sont la métaphysique, la morale et l'éthique, l'épistémologie, la politique ou l'esthétique. Ouais, Fred, tu veux peut-être dire un mot sur ces constellations qui sont développées Oui, par. non, voilà, c'est de toute façon pour n'importe qui qui a fait de philo, on les connaît bien, mais c'est vrai que pour les enfants, là, on vous a montré en image, c'est le dispositif dont sert Johanna Hawkin à la Maison de la Philo à Romainville, où elle a donc des grands tableaux où elle a mis les constellations, donc avec les grands champs qui sont la métaphysique, l'éthique, l'épistémo, la politique, l'esthétique, et finalement, ces notions vont rester, elle va les rattacher selon
telle activité qu'elle a menée, selon telle lecture d'album. Et voilà, c'est vrai que moi, je l'avais rarement vu, en tout cas en atelier, et ça permet alors, peut-être avec des plus grands, peut-être pas avec les tout petits cycle 2 au début du cycle 3, mais en tout cas avec des grands cycles 3, des cycles 4, et des plus grands, ben voilà, de mettre aussi un pied vraiment dans les ensembles, les 5 grands ensembles conceptuels qui caractérisent la philosophie. Bah, pour répondre à Milena, on vous remet. Oui, en Là, fait, je suis vous en avez train de les le trois. mettre, là. Je suis en train Ah de ouais, le mettre. ok. Voilà, vous avez les 3 ans de parcours sur un seul et même support, hein. Ouais, tout est dans ce support-là. Et en fait, quand vous allez sur les C'est par année, intervenants et les... mais on va peut-être vous le montrer quand on aura fini le PowerPoint et avant de passer à l'eau Geniali. On se baladera un peu dans le Geniali Oui, pour parce que c'est vrai que c'est pour pas le toujours présenter à évident ceux qui connaissent de pas. s'y repérer. Parce que si vous n'avez pas assisté à d'autres webinaires avant, vous ne pouvez pas forcément bien le connaître. Donc voilà, alors après, outre ces champs, voilà, on va se trouver en position de réflexion philosophique, hein, à réfléchir sur les grands questionnements éthiques de la condition humaine, hein, que la condition enfantine a pour le plus souvent déjà rencontré en fait, hein. Donc là, bah, c'est vrai que il y a tout un champ. Alors là, on vous montre juste les concepts et leur questionnement rattaché aux questionnements possibles. On vous montrera dans le générique tout à l'heure des supports par cycle, par thématique, hein. Mais c'est vrai que voilà, sur le bien, peut se poser la question de savoir ce qui est vraiment bon, ce qui est une bonne personne, ce qui est une bonne intention, sur le mal, de la conscience du mal, de la différence entre faire du mal et vouloir faire du mal, sur l'injustice, enfin, est-ce que ce sentiment d'injustice est naturel, hein, finalement, et comment à contrario pouvoir faire ce qui est juste. Sur l'égalité, ben voilà, la question de sommes-nous tous égaux, de qu'est-ce qu'on ressent face à une égalité. Sur les règles, la question de savoir si elles sont utiles. Sur l'obéissance, de savoir si on peut librement obéir ou s'il faut toujours obéir. Sur autrui, voilà, est-ce que autrui fait vraiment partie de mes semblables? Voilà, donc sur toutes les, là du coup, c'était les questionnements éthiques, mais il y a toute une série de questionnements du coup qui se rattachent, pardon, à des concepts ou à des couples, hein, en fait, de concepts. Pour ce qui est de l'épistémologie, là c'est intéressant parce que quand on creuse le champ de l'épistémologie, on va creuser celui des sources d'erreurs, des origines des illusions, des sources d'aveuglement. Et important de reprendre du coup l'analyse de Morin en 2000, Edgar Morin, qui va distinguer quatre sources d'erreurs, en fait: les erreurs mentales qui vont être liées aux rêves, aux fantasmes, à l'imaginaire; les erreurs intellectuelles liées à l'enfermement dans des doctrines, des théories, des idéologies; les erreurs de la raison rationnelle, hein, liées à une rationalisation extrême, aux fausses déductions, aux logiques fallacieuses; et ce qu'on va appeler les aveuglements paradigmatiques, qui sont liés, eux, au déterminisme culturel, au processus de sélection ou de rejet de concepts prépondérants. Du coup, la pratique philosophique, là, dans ce champ épistémologique, ça va être l'occasion de découvrir et de travailler ces mécanismes de l'erreur, euh, dont témoignent aussi souvent les enfants, hein, dans les ateliers philo. Ils le disent, ça sort, hein, quand même, beaucoup cette crainte ou cette capacité de se tromper, de l'erreur. Et donc, du coup, pouvoir le réfléchir et avoir une forme de métacognition dessus est vraiment important. Donc, c'est vrai que sur ce champ-là, bon, on va voir croire savoir. Donc, quelle est la différence entre te croire et savoir, hein, qu'on pourra voir
comme questionnement, après tout ce qui est l'erreur, que nous enseignent nos erreurs. Mais peut-on comprendre aussi sans se tromper? Ça, c'est quelque chose qu'on peut leur poser, leur reposer, parce que c'est pas forcément évident pour les plus petits, en tout cas, voire pour les plus grands. La certitude, le doute, la vérité, le faux. Est-ce qu'on reconnaît vraiment ce qui est faux? Comment savoir ce qui est faux? L'apprentissage, l'intelligence, voilà, tout ça va C'est permettre plus, de. c'est surtout, ouais, voilà, pour vous donner en fait des repères, des champs de questionnement à chaque fois que vous abordez une thématique et du coup qu'il y a un certain nombre de questions qui se déclinent de ces, de ces thématiques avec des questions à creuser, des questions à poser dans ces domaines, quoi. Donc voilà, on en a regroupé aussi d'autres, hein. Voilà, alors là, Euh, d'autres, bah, pour vous montrer, bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, enfin, ce que présentait Nicolas sur questions problématisantes ou conceptualisantes et sur les 3 voire 4 C. Alors bien sûr, bon, on peut avoir hein, ces listes de questions, ça peut nous aider. Alors là, celles qui orientent vers la discussion, celles enfin, qui orientent la discussion vers une définition, d'autres qui vont orienter la discussion sur la confrontation entre deux notions contraires, hein, le beau et le laid, les rêves et les cauchemars, d'autres qui vont vraiment orienter le débat vers une question philosophique. Mais finalement, l'important, et même si on part de cette question initiale pour après aller vers une question d'ouverture, c'est finalement d'avoir toute une trame, alors de questions de relance, mais de questions de progression, enfin qui vont se compléter pour progresser dans l'atelier. Donc finalement, même là, si on a une question initiale, et même si on arrive à une question d'ouverture à la fin, tout le travail un peu et au-delà des ateliers déjà faits qui sont proposés dans les livres ou sur les sites, c'est d'élaborer vous-même en fait à partir voilà de ces questionnements qui préexistent, hein, mais des trames propres aux ateliers que vous montez avec, bon, moi je conseille, hein, mais en général pour 45 minutes, 1 heure, une trame de entre 6 et 10 questions, bah, elle va permettre de tenir l'heure. Donc, et de vraiment être fécond au sein de l'heure. Donc, moi, je change parfois les questions au sein de mes trames, mais je garde quand même cette continuité ouais, de rebondir de question en question qui vont aller jusqu'à la question d'ouverture. Et finalement, nous, en position d'animateur ou de facilitateur, bien sûr qu'il y a des moments où on reformule, où il y a des moments on explicite, hein, comme on a dit tout à l'heure, mais finalement, hors des reformulations et des précisions, des demandes d'argumentation, c'est principalement par des questions qu'on va animer l'atelier. Donc là, vous présentez juste aussi, parce que c'est des choses qu'on avait préparées à l'époque et qu'on n'avait pas mis dans le Geniali, mais pareil sur ces questionnements qu'il peut y avoir. Alors là, plutôt premier degré, hein, mais voilà, par exemple avec l'album de Rascal, Socrate, qui traite du bonheur. Euh, Par des chiffres. Ah oui, d'accord, vous traitez par carte mentale, ouais, c'est intéressant ça aussi. Mais en tout cas, ce que je retiens de ce que vous dites, Lucia, c'est cette histoire de progression. Et que là, c'est bon, on a passé beaucoup de temps sur questions initiales, questions d'ouverture. Mais voilà, cette progression des questions tout au long, elle est vraiment intéressante. Euh, donc là, Rascal qui nous permet de nous interroger sur le bonheur, le tunnel d'Anthony Brown sur la peur, on peut poser aux enfants, auriez-vous comme la petite fille osé rentrer dans ce tunnel, le petit gris d'Elzbieta qu'on vous recommande hein, sur le refus de la fatalité. Slide d'après, on peut voir, il y a sur la mort notamment l'excellent album de Wolfgang Bruch, hein, Le canard, la mort et la tulipe, hein, comment consoler un proche après la mort, comment les profs peuvent gérer les souvenirs, sur la prison, hein, Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin de Solo Taref, hein, pourquoi va-t-on en prison? Est-ce que des enfants en fait vont en prison? Voilà, donc là c'est aussi des questionnements qui peuvent être ouverts là très tôt, hein, dès le cycle 2, à partir d'albums idoines. Donc là, sur les habiletés de pensée, on va pas insister. Vous savez ouais, que on va pas les détailler.
Voilà, on va pas les détailler. Vous savez que, mais donc en tout cas pour vous dire que chez Tozzi, la plupart, des théoriciens de la philosophie avec les enfants, il y a 3 habiletés principales, hein, le conceptualiser, argumenter, problématiser. François Galicia en rajoute une 4e qui est interpréter, l'interprétation. Johanna Hawkin, elle va jusqu'à en proposer 10. Bon, bah, le questionnement, hein, ou le questionnement collectif, de créer une idée, hein. Donc face au questionnement, cette pensée créative, hein, dont on parlait tout à l'heure, le fait aussi de pouvoir voilà, fournir imaginer des hypothèses non réalistes extérieures au monde actuel, hein. Ça va vraiment être important aussi. Conceptualiser, argumenter, je reviens pas dessus, hein. Je pense que c'est clair pour vous. Pareil pour problématiser. Elle rajoute quand même distinguer, critiquer, dialoguer. Voilà, c'est intéressant de voir avec Johanna que les habiletés de pensée peuvent être nombreuses. Et c'est vrai que chez nos amis québécois et belges, il y a aussi cette vision-là de plus qu'uniquement 3 ou 4 habiletés de pensée. Alors, c'est intéressant surtout si, voilà, dans un album, on peut avoir matière peut-être développer, enfin, dans un album ou dans un ouvrage, et peut avoir matière à développer certaines habiletés et le fait qu'il y en ait pas seulement 3 ou 4, mais un peu plus, de pouvoir insister sur certaines plus que sur d'autres via les albums, quoi. Alors sur les collections, on va pas s'attarder, hein. Vous devez en connaître aussi beaucoup par vous-même. N'hésitez pas à nous écrire, hein, si vous voulez qu'on vous donne des titres ou qu'on précise certaines choses. Alors c'est vrai qu'il y en a des très connus, hein, comme les Goûters Philo, qui est une des plus anciennes, publiées par Milan et la très célèbre Brigitte Labbé. Les collections assez anciennes maintenant, créées par Oscar Brénifier, hein, l'apprenti philosophe chez Nathan, et toujours chez Nathan, les 2 autres collections qu'il avait créées, hein, Philos enfants et Philos idées. Les Philofables de Michel Picmal, ça on en a parlé. Picophilo qui est aussi illustré, édité par Picmal chez Albin Michel. Les petits Platons et les tout petits Platons qui sont un peu plus récents mais qui ont très vite fait autorité aussi. La collection dirigée par Edwige à l'école des loisirs philosophie avec nos enfants, qui elle propose aussi avec chaque ouvrage un support d'atelier en fait qui est souvent très bien fait. Les petits albums donc chez Autrement. On vous recommande celle chez les presses universitaires de Laval, donc au Québec, la collection La Traversée. Il y a 6 romans et guides, mais qui sont vraiment orientés autour de la prévention de la violence. Les romans de Matthew Lipman, bah, on vous le disait déjà l'année dernière, mais ils n'ont pas plus été réédités. Ils existent donc en langue anglaise. Ils ont été publiés par Peter Lang en langue française, mais à notre connaissance, il n'y en a que 2 là qui sont accessibles. Lisa et Marc. La collection Chouette Pensée chez Gallimard, dirigée par Myriam Revaud-Dallon, qui est une très grande philosophe pour adultes. Pomme d'Api, chez Bayard Éducation. La petite collection Philosophée aux éditions du Pommier. La collection Philoménale, qui est publiée par les éditions du Mercredi, qui est très bien illustrée. La collection Philo-Démo pour réfléchir chez Oscar, Philofolie au Parc Castor, la revue Philas Autobulle, qui est à ce jour la seule revue de philosophie avec les enfants et qui est publiée par nos amis belges, mais que vous pouvez trouver et vous pouvez vous abonner en Belgique, et qu'on vous recommande, et même le site en fait, on vous recommande de Philas Autobulle parce il y a énormément de ressources gratuites en fait qui sont proposées sur le site en complément de la revue ou autonome. Et puis, la collection Les Grands Entretiens d'Émile, oui, aux éditions de l'Aube. Et c'est vrai qu'on a rajouté là les Sagesses des contes soufis, les exercices philosophiques proposés par Oscar Brénifier. On vous présentera aussi là, juste après, des différents contes qui peuvent vous servir. Mais voilà, celle-là est vraiment très chouette sur Sagesse des contes soufis. Ça, c'était pour les collections. Alors là, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, hein, mais effectivement, vous avez la collection Piccolo Philo qui allait vraiment pour les cycles 1, donc pour les petits de 3 à 5 ans.
Michel Piquemal, là, un peu comme on parlait de la section qui suit les philofables, en fait, dans l'atelier du philosophe, là, vous avez à chaque fois aussi une petite séquence qui suit la lecture, et c'est vrai que pour les plus petits, ça peut être un bon support. Alors, l'Initiale, hein, qui est une maison d'édition marseillaise, donc là, plutôt pour les cycles 2, hein, on a mis cycle 1, mais c'est la fin du cycle 1. Des très beaux livres, hein. Alors là, il y en a de tout le monde, d'Edwige, de Chiara, d'autres auteurs encore, de Claire Marin, par exemple. Allez voir, ils sont très très bien illustrés. Et il y a aussi sur l'Initiale des fiches d'atelier philo qui, elles, vont être peut-être moins complètes que d'autres parce qu'elles impliquent d'avoir les livres de l'Initiale, mais vont vraiment donner une trame de questions, comme on le disait tout à l'heure avec Lucia, par exemple, qui sont bien faites, en fait, hein. À partir de l'album. Mais à partir de l'album, c'est ça. C'est qu'ils généralisent pas comme Edwige peut faire pour l'école des loisirs, par exemple. L'école des loisirs, justement. Donc là, vous avez 4 dossiers. Alors là, on l'a pas réactualisé, mais je pense qu'il y en a pas d'autres, hein, qui sont sortis. Vous avez un dossier sur Jean de la Lune, un autre sur la guerre, un autre sur Joe, un autre sur Disparait. Donc on vous a mis les liens, n'hésitez pas à les voir. C'est Edwige, hein, c'est la grande spécialiste mondiale, hein, de l'animation d'atelier philo à partir de littérature jeunesse. Les philonimaux et la collection Philominal aussi, dont on vous parlait tout à l'heure, qui sont vraiment, il y a des petits bimbos graphiques, hein, l'un comme l'autre. La maison d'édition des Trois Œils pour Philonimo, qui a encore sorti quelques titres. Je crois que on les a rajoutés sur le Géniali qu'on va vous proposer après. Et on vous montrera une vidéo là tout à l'heure de Charlie Renard qui lit le premier là qui est à gauche, le porc-épic de Schopenhauer. Et alors eux, ils sont vraiment géniaux avec tous les âges, hein. C'est-à-dire, on peut pas que pour les petits, cycle 1 ou cycle 2, on vous les recommande vivement. Les philophables, j'insiste pas. Il y a les philophables sur la Terre qui sont sortis, qui elles peuvent servir avec des collégiens. Moi, je me suis encore servi il n'y a pas très longtemps avec des collégiens sur les questions écologiques. Voilà, enfin, ça reste des textes qui peuvent être un peu longs des fois. Enfin, ça peut faire 8 ou 10 pages, mais avec des grands, voilà, ça vaut vraiment le coup. Et puis avec des plus petits, peut-être de raccourcir, de pouvoir savoir raccourcir l'histoire. Puis là, c'est au début de la revue, hein, dont on vous a parlé. On vous recommande vraiment le site aussi. Euh, alors là, la collection, Nicolas, rappelle-moi, ah oui, c'est Philoado. Alors, Philoado. Philoado, elle n'existe plus, mais vous pouvez encore trouver les titres. En fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé les titres. Alors, il me semble qu'ils ont arrêté en 2017 ou 2018. Mais voilà, il y a pas mal de titres. Elle est vraiment bien pour les collégiens, les lycéens. C'est des sujets qui caractérisent aussi ce temps-là du collège et du lycée qu'on ne peut pas forcément aborder avec les plus petits. Euh, voilà, en tout cas, vous pouvez aller creuser philo ado. Les petits Platons qui, eux, vont présenter pour les plus jeunes un philosophe, et un peu comme l'évoquait Nicolas tout à l'heure dans son analyse du mythos et du logos, un philosophe associé à un animal, à un objet, une correspondance charismatique. Ouais, c'est une présentation du philosophe par le personnage, en fait, en tant que plus par sa biographie et on amène du coup des éléments de sa philosophie distillés à l'intérieur. C'est ça, donc là, pour les plus grands, la collection Philophile, hein, au cycle 4, qui elle va être plus dans les titres explicites, hein, là, comme on le disait tout à l'heure. Et chez Belin, on vous recommande. Alors eux, ils ont sorti beaucoup ces derniers temps, et c'est sous la direction de Martine Gasparov qu'on vous recommande, qui était aux dernières rencontres NPP à l'UNESCO en novembre, et qui nous avait fait un très bel exposé sur BD et Atelier Philo. Lucie, à vous qui parlez de la BD. Alors là, pareil, c'est de la BD qui sont
en fait des supports explicites, mais voilà, si vous allez voir un peu les travaux de Martine Gasparov, vous verrez donc là, elle a fait tous ces BDA sur des thèmes précis, la technique, la vérité, mais elle propose aussi pas mal de pistes d'atelier à partir de BD de fiction et des classiques comme des choses plus récentes, et ça, c'est vraiment passionnant. Sur les contes, plusieurs petites choses. Donc là, on vous a mis quelques ouvrages. Donc pour les plus petits, des contes philosophiques, les petites et grandes questions de Boris et Maurice, très rigolo et avec un CD. Un excellent livre, hein, sur les contes, par les excellentes maisons belges de Buck, apprenti philosophe, discussion et philosophique à partir de contes pour les 5-14 ans. Il est très complet. Chez Chronique Sociale, des contes philosophiques à l'attention des 10-13 ans. Et toujours chez Chronique Sociale, les ateliers pédagogiques autour du développement durable et par la philosophie et le conte. Ils sont vraiment très bien. Nous, on s'en est déjà servi. On vous les recommande, hein. Ils sont vraiment très chouettes. Slide d'après, des contes plutôt thérapeutiques, hein, chez Erol. Alors là, pareil que d'autres collections, elle n'a pas été développée cette collection, mais ces titres-là sont encore acquérables et voilà, permettent d'aborder différents thèmes. On le voit là pour le petit violon, le trou se sépare sur le divorce et la séparation, sur la mort, sur différentes blessures, enfin les comptes thérapeutiques à recommander. Slide d'après, les comptes de différents pays. Donc là, on vous a mis des titres de comptes, hein, qu'on retrouve dans différents livres de mythologie. À partir du titre, vous pouvez aller retrouver. Là, il y a quand même voilà, beaucoup d'exemples des quatre coins de la Terre en fait qui peuvent être utilisés. Là, c'est des titres dont on sait qui peuvent vous servir de manière implicite, hein, comme on l'a dit, qu'on a déjà fait des recherches. N'hésitez pas, ou avec le titre, ou avec les liens qu'on vous a mis en bas de page, à aller chercher à partir de ces comptes-là. Et donc en bas, c'est les comptes proposés par Oscar Brenifier, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, Sagesse des contes soufis, Philosophie avec les contes russes, et les contes avec Apprendre à philosopher avec Nasreddin. Ils sont vraiment très chouettes. Slide d'après, donc là sur les mythes cette fois, le livre de Michel sur Débattre avec les mythes, les deux livres de Michel Picmal, Récit fabuleux de la mythologie et Le conteur philosophe, et puis les grands livres en fait, hein, très connus, hein, mais bon, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, les feuilletons, le feuilleton d'Artémis, de Thésée, d'Hermès, d'Ulysse, où là vous allez pouvoir aborder différents thèmes, hein. Bon, alors, les plus abordés sont le mythe de Gigès, hein, ou l'allégorie de la caverne, mais finalement, c'est des livres sur le bonheur et l'absurdité, Antigone, sur le devoir moral et le pouvoir arbitraire, Thésée, sur la vanité, Prométhée, sur la connaissance, le bannissement, Pandore, sur la catastrophe, Dédale et Icare, sur la deux-mesure ou la témérité, Pénélope et Ulysse, sur la patience et la ruse, Achille, sur la force, peuvent vous servir aussi de support inducteur. On vous a remis cette carte mentale en fait de Serge Boimard, hein, bien connu pour ses différents livres, mais notamment Ses enfants empêchés de penser, et là qui lui insiste, hein, sur la nécessité, et là on rebondit, hein, sur tout ce qu'a analysé Nicolas dans le premier temps du webinaire, hein, sur ce besoin de confronter, hein, mythos et logos, et de partir aussi des mythes et d'extraire en fait la substance scientifique moelle, hein, du mythe et de la rendre féconde pour les enfants. Donc voilà, là vous avez une carte mentale qui peut aussi vous aider à construire une séquence à partir du mythe. Et on conclut pour pouvoir vous laisser aussi la parole et juste pouvoir vous présenter les génialiers en 10 minutes là après. Donc avec des fables, hein, des fables en BD pour croiser deux formats. Donc là, on vous les recommande, elles sont sorties il y a 1 an et demi, hein, les fabuleuses fables du bois de Burrow, en grand format. Alors là, plutôt pour des collégiens et des lycéens, peut-être pas pour des primaires, mais voilà, sans souci avec des collégiens où là, on va sous passer au crible, hein, beaucoup de travers de notre société, de la domination de classe à l'autocentration, l'égoïsme, la bêtise, les réseaux sociaux. C'est vraiment
Voilà, un excellent support. On Passe con On sur la conclut, suite. oui, enfin, voilà, on va directement passer à juste la bibliographie. Je voudrais montrer dans la bibliographie, hem, donc pour Nicolas et moi, hein, clairement la Bible, et le Geniali qu'on a fait après, qu'on va vous montrer après, on s'est énormément inspiré, on le dit d'ailleurs, on le cite et on l'invite, l'année prochaine. C'est Olivier Blond qui fait partie du comité scientifique, hein, de la chaire, de philosophie avec les enfants à l'UNESCO. C'est un ouvrage à gauche, donc qui est vraiment très très bien fait, avec tous les cycles, énormément d'albums qui ont été compilés. C'est voilà, sur les albums jeunesse, validés par Edwige évidemment. C'est peut-être l'ouvrage le plus complet qui est. Vous avez celui d'Edwige à côté, bon, qui est un classique maintenant, mais qui va plus être premier degré. Les petits livres qu'a sorti Chiara Pastorini sur les ateliers philo. Alors bon, ça, elle le propose aussi pour les familles, mais à l'école, ça peut absolument servir. Et sur les concepts sont très bien décrits chez Chiara, et c'est plus pour l'associer après avec des albums qu'on qu'on vous les a mis. Et alors là, voilà, on s'est juste arrêté à ces deux slides-là, alors que d'habitude, on peut être beaucoup plus exhaustif avec Nicolas. Mais là, il y a deux albums, enfin, les deux du centre, en fait, les deux livres du centre ont été édités à l'époque, avant qu'on s'appelle Canopé, à l'époque par le CEREN. Ils sont encore disponibles, on peut se les procurer. Oui, il y a une nouvelle version, Blandine, absolument, du livre d'Edwige. Euh, qui est sorti en 2022. Donc, album en emploi, cycle 1, 2 et 3, et Chouette île philosophe, qui sont un peu datés comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais il y a des très bonnes idées. Là, on est entre 2005 et 2010, à un moment où vraiment ça rentrait dans les programmes, la philosophie avec les enfants. Et ouais, ils sont pas datés, hein, donc on vous les conseille. Et sur les deux côtés, non, non, Pardon. juste attention, pour revenir sur les deux côtés, c'est deux livres publiés chez Cheneler Éducation, donc qui sont des Québécois. Alors, ils ne sont pas directement sur la philosophie. Là, je vous les présente, notamment donc celui-là, c'est l'album jeunesse, un trésor à exploiter. Vous avez toute une deuxième partie. Vous voyez, il n'est pas en couleur, mais avec des séquences enfin, sur toute une série d'albums, sur une quinzaine d'albums, qui sont vraiment très, 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 très bien faites. Donc, ces deux-là peuvent servir de manière transversale, hein. Demain, j'enseigne avec la littérature jeunesse et l'album jeunesse, un trésor à exploiter. Et si vous arrivez à le croiser avec le premier qu'on vous a montré de l'UNESCO, là, il y a voilà, il y a vraiment des séquences savoureuses à monter. Alors là, sur les Je documentaires, passe, ouais, voilà, on vous passe. on Sur va- les cytographies, on vous devez vous a connaître mis, tout ça. ouais, on vous a mis aussi le lien là, vers les fiches de l'UNESCO, hein, d'Edwige Router sur des séquences à partir d'albums. Donc, vous pourrez retrouver aussi. Alors, à préciser juste que ces séquences, elles sont souvent faites. Voyons, on voit là la vérité et le mensonge. Il y a à la fois un support implicite, un support explicite, et le dossier ne montre pas forcément. Il y a certains dossiers en fait qui sont faits sur des séquences de 4 semaines. Donc, vous allez vous servir de plusieurs lectures, de plusieurs albums. En fait, comme disait Nicolas aussi dans la méthode d'Edwige, les albums sont lus avant et ils vont être mis dans l'atelier pour qu'on puisse en servir de référence. Donc ne pensez pas qu'à chaque fois c'est un album par thématique. C'est des progressions sur 4 semaines où il y a plusieurs albums proposés. Donc c'est vraiment très riche, hein. Juste pour répondre alors je sais pas si c'est Angèle, les feuilletons d'Artémis Thésée, vous pouvez vous en servir dès le CM1, CM2 en fait, hein. Et après, bien évidemment. Donc voilà, donc ça c'est celui qu'on a fait en fait, qui est une sorte de catalogue, en tout cas avec la littérature jeunesse, alors qui est bien évidemment très limité. Vous allez me dire, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. C'est tout à fait normal, hein. Je veux dire, il y a plein de choses qui manquent, mais l'idée c'était plutôt de donner des pistes ou des idées Et pas thématiques. d'être Alors, exhaustif et de donner des pistes par cycle, en fait, par thématique, il y en a pour tous les cycles, en fait. donc voilà, en fait, si vous voulez, on a fait, alors on s'est inspiré, enfin, on a pas mal réutilisé hein, ce qu'il y avait dans cet ouvrage-là, hein. Parce qu'en fait, là-dedans, à la fin de l'ouvrage, vous avez toute une partie qu'on reprend en fait ici, où en fait, par thématique, vous avez les albums associés. Alors maintenant, ça date peut-être un peu, il y a peut-être des choses qu'on peut. Alors voilà, les albums associés et les questionnements que vous pouvez amener pour chaque type d'album. Ou en tout cas pour la thématique qui s'y rapporte. Donc,
On a essayé de nous les regrouper par différents cycles. On les a mis, donc là, ici, en fait, vous avez la liste incomplète. Se connaître, comprendre les autres, les différences, les garçons et les filles, la peur, etc. Et à chaque fois, on a fait une page. Alors, on n'a fait qu'une seule page, hein, bien évidemment, mais une page dans laquelle vous avez un certain nombre de ressources. On a essayé de varier au maximum les cycles, sachant que, bien évidemment, c'est plus facile d'avoir des albums pour le cycle 1 et au cycle 2 que plus on monte dans collège-lycée, plus on est déjà sur du roman, donc c'est moins facile à introduire. Ça suppose un temps de lecture déjà qui n'est pas le même. Et, euh, et Ou d'extraire une situation de problème tirée du roman, enfin de quelques pages qui serait la lecture inductrice. voilà. Donc, on va vous en présenter un ou deux pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors, à chaque fois, en fait, quand on a trouvé une petite vidéo qui s'y rapportait, je l'ai mise avec une petite flèche, là, comme ça. Ça vous permet d'avoir une idée. Des fois, c'est une lecture, hein, tout simplement, de l'album, mais ça vous permet, du coup, d'avoir une représentation un peu plus claire. Donc là, par exemple, Philonimo, pardon, c'est une vidéo qui a été faite par Par Charlie Charlie Renard Renard sur son site. sur sa chaîne, enfin sur une chaîne qui s'appelle Philo Marmot, où elle aborde un thème différent à chaque fois et elle présente un album en rapport avec le thème. Donc je vous montre. C'est qui les autres? Parce qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher, Philo Marmot t'invite à réfléchir sur des questions qui te concernent et que les hommes se posent depuis toujours. Bonjour à tous, je suis Charlie Renard, professeure de philosophie et animatrice d'ateliers philo pour enfants. Le thème sur lequel on va réfléchir aujourd'hui est le vivre ensemble. Qui dit ensemble dit moi et les autres. C'est qui les autres qui me dérangent quand je veux être tranquille, mais qui souvent m'empêchent de me sentir seule? C'est qui les autres avec qui parfois je ne suis pas d'accord, mais avec qui je peux parler et qui peuvent m'écouter? C'est qui les autres qui sont différents, mais qui me ressemblent aussi? Et si finalement, les autres... C'était moi. Vivre ensemble, ce n'est pas toujours facile, mais ça peut aussi être chouette. En tout cas, on va y penser ensemble avec la fable des porcs-épics de Schopenhauer de la collection Philonimo. Le porc-épic de Schopenhauer. Au plus froid de l'hiver, les porcs-épics se serrent. Ils cherchent à se réchauffer, mais finissent par se piquer. Alors ils s'éloignent jusqu'à ce qu'ils aient froid. Alors ils se serrent et à nouveau s'éloignent. Se serrent, s'éloignent, se piquent, ont froid. Ils passent la saison à vivre en accordéon. Les hommes sont pareils, et pas seulement l'hiver. Les hommes sont pareils. Les hommes sont pareils. Qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, cette fable des porcs-épics nous raconte quelque chose sur nous, les humains. Comme les porcs-épics, on est attiré vers les autres. Mais parfois, quand on se rapproche trop, on peut risquer de se piquer. Et toi, est-ce que ça t'arrive d'être comme un porc-épic avec les autres? Pourquoi, à ton avis, les hommes tantôt se recherchent et tantôt ne se supportent plus? Quelle solution peut-on trouver pour ne pas trop se piquer? Je t'invite à réfléchir à ces questions et à partager ta réponse avec un texte, un dessin, de la peinture ou de la pâte à modeler. Et surtout, envoie-nous une photo de ta création à cette adresse. Bon, voilà, c'était pour vous donner un exemple avec. Et donc à chaque fois, après, voilà, on a un certain nombre de questions qui sont associées. Donc là, par exemple, sur le thème se connaître, comprendre les autres, à quoi cela sert de connaître? Peut-on se connaître complètement soi-même? Peut-on se mentir à soi-même? Et au niveau des concepts utilisés, connaître, comprendre, s'exprimer, s'affirmer,
conscient, inconscient. Donc, c'est l'idée de rassembler aussi les notions qui peuvent y être attachées. Donc, ça, en fait, tout ça, vous le trouvez dans le fameux livre d'Olivier Blanc. Un autre exemple, on va en mettre juste peut-être. Juste un dernier, et comme ça on peut laisser la parole aux gens pour le dernier quart d'heure. Ouais, alors par exemple, je vais vous montrer aussi, on peut mettre celui de Marianne Chaillon sur Harry Potter. Voilà un exemple avec de réflexion sur la liberté à partir d'Harry Potter. Toute la saga Harry Potter commence par un sujet de philosophie. Faut-il croire aux prophéties ? L'homme est-il libre ou déterminé ? Les stoïciens, dont le représentant majeur s'appelle Épictète, considèrent que le cosmos est un tout organisé de manière causale, de telle sorte que si on connaît la cause, on peut prévoir l'effet. Dans la saga Harry Potter, la croyance dans les prophéties est incarnée par ce professeur savoureux qui est Sibylle Trelawney. Cicéron va écrire un livre qui s'appelle De la divination. Il pense que si quelqu'un posséder la connaissance de toutes les causes à un instant donné, il pourrait, sans aucun doute, déduire le futur. Tel n'est pas du tout le point de vue de J.K. Rowling. J.K. Rowling, au contraire, va essayer de promouvoir dans sa saga une philosophie sartrienne de la liberté humaine. Un premier moment dans la saga qui incarne vraiment cette philosophie de la liberté, c'est le moment de la cérémonie de répartition. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a comme philosophie de la liberté alors que ça semblerait être un moment où nous sommes déterminés. Ça n'a pas du tout l'air d'être l'expression de la liberté. Et pourtant, le choix Poe tient compte de nos préférences. Better be Gryffindor! En dépit de la nature que nous pourrions posséder, ce qui compte, ce sont nos choix. Et ce sont nos choix qui vont nous définir. Ça rejoint tout à fait la philosophie de Sartre, qui dans un livre qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme », développe cette thèse très célèbre selon laquelle l'existence précède l'essence. Nous sommes d'abord jetés là, dans le monde, nous existons, et il nous appartiendra de nous définir. Sartre n'ignore pas, cependant, que nous naissons dans un certain contexte. Et Sartre va appeler ça la situation. De fait, Harry Potter a une situation. C'est un orphelin élevé par son oncle et sa tante de manière assez atroce. Et ce que va nous dire Sartre, c'est que la situation n'est pas déterminante. Et on le voit. Lord Voldemort a la même situation que Harry Potter. Lui aussi est un orphelin, lui aussi a été élevé dans des conditions vraiment pas terribles. Ils ont donc ce que Sartre appellerait une situation commune. Et pourtant, nous voyons bien dans la saga qu'ils ont transformé leur situation de manière radicalement différente. Il y a une autre scène qui, dans la saga, plaide en faveur de cette lecture sartrienne. C'est ce moment où Harry a peur parce que justement, il a constaté lui-même qu'il a tellement de points communs avec le jeune Tom Jedusor. Et du coup, il a peur d'être pris dans un devenir Voldemort. What if I'm becoming bad? Et Sirius va donner à Harry à ce moment-là une leçon toute sartrienne de philosophie. We've all got both light and dark inside. What matters is the part we choose to act on. Pour Sartre, un salaud, c'est quelqu'un qui précisément nie l'infinie liberté qui est la sienne et qui préfère blâmer sa nature ou la situation. Et on a un exemple parfait de salaud sartrien dans la saga, c'est Peter Pettigrew. You sold James and Lily to Voldemort, didn't you? Et quand il se fait démasquer, au lieu d'assumer, il préfère blâmer sa nature et il dit « Moi, j'ai jamais été courageux comme James Potter ». Et ensuite, il blâme la situation. Voilà typiquement un salaud, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend n'avoir pas eu le choix alors que nous avons toujours le choix. On résume, si vous tombez sur la liberté, sur la notion de sujet, ou sur un sujet sur existence étant du type « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?», vous pensez stoïcisme avec Épictète dans le manuel, vous pensez Cicéron de la divination et vous pensez aussi, évidemment, Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Hop, donc là, c'est bien évidemment, Marianne Chaillon, elle est spécialiste pour ça, hein, c'est-à-dire qu'elle analyse notamment les romans, les séries, et essaie de trouver, de rattacher les philosophes et les interprétations, en tout cas les courants de philosophie, aux personnages des différentes séries. Donc vous avez, elle l'a fait avec les personnages de Disney, elle l'a fait avec la série Game of Thrones, elle l'a fait avec un certain nombre de contenus. Donc on vous encourage à lire parce que c'est très accessible. Et après, on est plus dans un public plutôt lycée, c'est-à-dire que l'idée, c'était plutôt d'amener les questions philosophiques ou les grands courants de pensée philosophique à travers des supports qui sont
familier des élèves et des lycéens plus particulièrement. Ouais, après, même si je pense en troisième, seconde et lycée pro, même en troisième, on peut peut-être montrer les vidéos de Marine Shea. Ouais, allez, un petit dernier juste pour la route. Un exemple, par exemple, aussi de réflexion sur l'obéissance et la liberté. Alors là, je vous montre juste le trailer enfin, la bande d'annonce, si vous voulez, du livre, tout simplement. Mais qui peut amener aussi des réflexions sur la liberté, si ça voulait bien se mettre en grand écran. Donc voilà, là, plutôt une réflexion sur les règles, la loi. Est-ce que c'est toujours légitime d'obéir? Dans quelles conditions on peut. Voilà, il faudrait désobéir. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est le rapport entre morale et légal, enfin, etc., etc. Donc, il y a plein de questionnements qui peuvent surgir de tout ça. Voilà, on laisse peut-être la parole Oui. à ceux qui voudraient. Donc, oui, on vous le laissera parcourir. Hein, donc, ça aussi, hein, on vous le met dans le. Je vais vous le mettre tout de suite, d'ailleurs, le lien. Hop. Voilà, bah, écoutez, bonne fin de journée et puis à très bientôt pour la suite. Voilà, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et on vous dit Le à 8 la mars. rentrée le 8 mars avec Pénélope Dufour. Ce sera un super webinaire, en tout cas. Au revoir à Merci tous. beaucoup, bon après-midi, à bientôt, au revoir.